La fiscalité quand on habite à l'étranger et qu'on investit en France. Il y a plein de choses à savoir et donc c'est important de maîtriser le sujet et de comprendre ce qu'il faut absolument maîtriser, sinon tu vas faire des erreurs. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne, laisse un petit like pour évidemment me donner de la motivation et de l'énergie. Comme ça, tout simplement, j'aurai envie de faire encore plus de vidéos. Et puis on commence alors, c'est parti! Alors un bon investissement immobilier, c'est un investissement qui est rentable. Pour qu'un investissement soit rentable, on va regarder forcément la performance économique de l'investissement immobilier. Donc on va regarder le rendement à savoir si on a un rendement suffisant pour autofinancer le projet. Pour l'autofinancement, on va regarder également le cash flow. Donc c'est ces deux choses qu'il faut regarder. Et en général, si tu as un rendement autour de 8% minimum, avec l'augmentation des taux récents, il faudra plus viser les 9%. Tu auras, si tu achètes le bien immobilier dans des conditions normales, avec un prêt immobilier optimal, tout simplement un bien qui s'autofinance et donc avec un cash flow neutre, voire légèrement positif. Ça, c'est possible à condition, et c'est le troisième élément, que tu aies une fiscalité qui soit rentable. Ce que je veux dire par fiscalité rentable, c'est forcément un régime fiscal et un statut fiscal optimal à ton objectif immobilier, à ta situation et à ton pays de résidence. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et là encore, je vois beaucoup trop d'expats faire des erreurs, ne pas comprendre, ne pas savoir quel régime fiscal il faut choisir. Et donc, il faut faire très attention à ça. En fiscalité immobilière en tant que non-résident, il y a trois choses à maîtriser absolument. D'une part, il va falloir connaître les différents régimes fiscaux. En connaissant les régimes fiscaux, tu pourras forcément savoir quels sont les avantages et les désavantages de certains régimes plutôt qu'un autre. Et donc, tu pourras choisir un régime fiscal optimal pour optimiser ton résultat économique. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est les règles d'imposition. Il faut savoir qu'en effet, quand on est non-résident, qu'on investit en France, les règles d'imposition sont différentes que si on était résident. J'ai déjà fait une vidéo sur les règles d'imposition quand on est non-résident. Je t'invite à aller la regarder. Et enfin, la troisième chose qu'il faut savoir, c'est tout simplement quel est l'impact du régime fiscal que tu as choisi dans ton pays de résidence. Parce qu'en effet, en fonction de ton pays de résidence, en fonction du régime fiscal, en fonction du mode de détention fiscale, j'ai envie de dire, tu peux avoir un impact qui sera soit neutre, soit positif, soit même négatif. Alors voilà les trois critères à prendre en considération quand on choisit son régime fiscal. Le premier critère, c'est qu'il va falloir choisir un régime fiscal qui va réduire au maximum ta base imposable. En choisissant un régime fiscal qui déduit au maximum les charges pour diminuer ta base imposable, forcément, tu pourras donc comptabiliser un maximum de charges et donc payer aucun impôt, voire le moins d'impôts possible. Il y a grosso modo en France deux régimes fiscaux. Il y a le régime des revenus fonciers et il y a le régime des revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux. C'est que quand on dit revenus fonciers, ça équivaut à la location nue. Donc ça veut dire que ton bien sera totalement nu, ne sera pas meublé. Ce régime fiscal du revenu foncier a une problématique, on va dire, c'est que généralement, il ne va pas comptabiliser toutes les charges en lien avec ton investissement immobilier. Or, le deuxième régime fiscal que j'ai mentionné, bénéfices industriels et commerciaux, celui-ci est intéressant parce qu'il va comptabiliser toutes les charges en lien avec ton investissement. Et donc, tu vas pouvoir déduire un maximum toutes les charges et toutes finalement les factures que tu as. Et donc, in fine, il y a de fortes chances que tu ne payes aucun impôt sur les 5-6 premières années. Le deuxième critère qu'il faut regarder quand on choisit son régime fiscal, c'est avoir un régime fiscal qui va nous permettre de faire circuler l'argent. À travers ce critère-là, je fais référence notamment au mode de détention. C'est principalement le mode de détention qui va déterminer si tu peux faire circuler l'argent librement ou au contraire d'une manière taxée. Typiquement, avec un projet immobilier et avec du cash flow positif, et même si j'ai un résultat positif, comptable, et donc je vais payer de l'impôt, je pourrais utiliser cet argent-là pour l'injecter dans un autre projet immobilier. Et donc, ça répond au critère de faire circuler l'argent. Cependant, si on part sur un système de détention en société, là on peut avoir des complications parce qu'en société, en fonction du type de société, en fonction du régime fiscal qu'on aura choisi pour cette société-là, on aura potentiellement une autre imposition. L'imposition est simplement liée aux dividendes qu'on peut se verser. En conséquence, ça va donc créer une contrainte parce que tu ne pourras pas faire circuler l'argent gratuitement ou librement puisque tes revenus seront taxés à deux niveaux. Premier niveau, la société. Deuxième niveau, les dividendes. Alors là encore, en termes de société, il y a beaucoup de véhicules de société avec lesquels on peut investir en France. Il peut y avoir les SCI. Sous les SCI, il y a deux modes de régimes fiscaux. Il y a tout simplement le régime fiscal transparent, c'est-à-dire une imposition sur le revenu des associés. Donc on va regarder au niveau des associés quelle serait leur imposition s'ils recevaient les revenus locatifs en direct. Ensuite, le deuxième régime fiscal pour les SCI, ça va être l'impôt sur les sociétés. Si on choisit l'impôt sur les sociétés, tu l'auras bien compris, une société qui est soumise à l'impôt sur les sociétés n'est pas transparente. Ça veut dire qu'on ne va pas regarder dans le chef des associés pour déterminer l'imposition. Au contraire, on va
va s'arrêter au niveau de la société et on va appliquer tout bonnement l'imposition sur les sociétés. Pour qu'une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés paye un impôt, il faut forcément qu'elle fasse des bénéfices. Si elle fait un bénéfice, à ce moment-là, il va y avoir deux seuils qui vont être applicables, deux seuils d'imposition, deux seuils de taux d'imposition. Le premier taux d'imposition sera de 15% à hauteur de 42 500 € de bénéfice. Ça veut dire que si ta SCI soumise à l'impôt sur les sociétés fait un bénéfice en dessous de 42 500 €, tu payeras un impôt de 15% sur ce montant-là. Au contraire, si les bénéfices sont supérieurs à 42 500 €, sur cette tranche supérieure, l'impôt sera soumis au taux de 25%. Et puis ensuite, il y a d'autres types de sociétés qui peuvent être intéressantes quand on investit dans l'immobilier. Ça peut être par exemple des sociétés qui sont un peu plus commerciales, telles qu'une SAS, telles qu'une SARL. C'est des schémas fiscaux plus complexes qui ont certains avantages et certains inconvénients. Je pense notamment à la SARL de famille. Ça peut être un véhicule extrêmement intéressant quand on est non résident. Et enfin, le dernier et troisième critère qu'il va falloir regarder quand on investit dans l'immobilier pour choisir son régime fiscal, ça va être tout simplement quelle va être l'imposition à laquelle on sera soumis si on vendait un bien immobilier. Parce que là encore, c'est primordial. Et forcément, c'est lié généralement au mode de détention et également au régime fiscal. Pourquoi je parle de la possibilité de vendre un bien immobilier? Parce que nous, en tant que non-résidents, dans beaucoup de cas, au bout d'un moment, si on veut construire un patrimoine immobilier puissant et conséquent, on sera peut-être amené un jour à vendre et à faire de l'arbitrage et donc à vendre un bien immobilier. Peut-être pas tout de suite, peut-être que c'est pas ton objectif et c'est normal. Toujours est-il qu'il y a une vérité quand on investit dans l'immobilier, c'est que peut-être tu seras amené à revendre un bien immobilier. C'est un petit peu la technique des petits pas où tu vends un bien immobilier pour en acheter 3 par la suite. C'est une option, je ne dis pas qu'elle est adaptée à tout le monde et peut-être que tu n'en auras même pas besoin. Mais en effet, nous en tant que non-résidents, il faut toujours garder à l'esprit une chose, c'est que dans certains cas, on va nous demander plus d'apport. Alors si tu rejoins l'accompagnement Immo pour Expat, il y a de fortes chances que tu mettes moins d'apport, c'est une certitude, que la plupart des expats. Et parce que ce qu'on a tendance à faire, c'est ce que font les membres, ils mettent généralement un apport financier dans leur financement équivalent à un résident ou du moins un apport qui s'y rapproche. Toujours est-il qu'à un moment ou un autre, quand on investit massivement, on atteint certains plafonds, certains encours et donc il faudra mettre un apport. Et donc cette possibilité de revendre un bien immobilier avec une taxation la moins lourde possible a son intérêt. En conclusion, il faut toujours se rappeler d'un critère principal que j'ai évoqué au tout début. À chaque situation, il y aura une situation fiscale adapté. Et donc, c'est pas une histoire de copier-coller, c'est une histoire vraiment de connaissance pour pouvoir par la suite avoir toutes les clés en main et analyser les différentes options qui seront les plus adaptées à ta situation. Un autre élément que j'ai abordé au tout début, c'est les conventions fiscales. En fonction du régime fiscal et en fonction du mode de détention, cela pourra avoir un impact dans ton pays de résidence. Je pense par exemple aux expats qui sont situés en Suisse, mais c'est pas les seuls, ou s'ils choisissent d'acquérir un bien immobilier à travers une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés, ils seront taxés en Suisse parce que depuis quelques temps désormais, la Suisse applique un ISF sur les valeurs mobilières et il considère une SCI à l'IS comme une société émettant des valeurs mobilières, donc des parts sociales. Il est donc essentiel de prendre en considération tous ces éléments-là. Évidemment, comme je te le dis, j'ai pas le temps d'aller plus loin. Je t'incite tout simplement à me laisser un commentaire, me poser des questions, interagir, abonne-toi à ma chaîne et puis je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.